Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, dimanche 19 juin 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Seydou Jibril, il est expert média. Bonsoir Seydou. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va parler sur la loi sur la cybercriminalité au Niger, une loi qui est actuellement en révision. Et d'ici avant de vous prendre on va suivre un peu le fil de l'actualité. Mesdames, Messieurs, veuillez nous excuser pour ce léger retard constaté au début de ce journal dû à une baisse de tension. Cela dit, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC session 2022 vont débuter le mardi 21 juin 2022 sur l'ensemble du territoire national. Le lancement officiel aura lieu à Zander en présence du ministre de l'Éducation nationale. À la veille de ces examens, tout est fin prêt du point de vue organisation et même du côté des candidats, ils se disent prêts à affronter ces épreuves. Reportage Hamza Sakou et Abokar Souley qui ont fait le tour de quelques jurys ici à Niamey. Du lundi au samedi, chaque matin, ils se lèvent pour regagner les salles de cours. Pendant 9 mois, le trajet était long, mais ils y sont presque à son terme. Eux, ce sont les élèves de la classe de 3e qui s'activent conséquemment pour composer les épreuves écrites des examens du brevet d'études du premier cycle, session 2022, avec des sentiments différents. Pour l'examen, on est prêt parce que l'école Flo Germain nous a donné une formation rassurante pour qu'on puisse réussir aux examens. Et on compte, Inch'Allah, avoir le BPC à l'écrit et avoir 100% pour l'école Flo Germain. Je suis prête. On n'a pas encore fini toutes les matières, mais les matières qu'on a pu finir, on les a révisées. On espère qu'on va passer au BPC, Inch'Allah. Nous sommes préparés sur tous les plans. Nous avons fini le programme et nous attendons le jour où nous allons composer et écrire avec notre bic en main ce que nous avons appris de tout le début de l'année. Presque prête. On pense que les épreuves vont être un peu faciles partout. Mais on n'a même pas fini le programme. On n'a pas fini histoire géo, français, SVT même, on n'a pas fini. On est en train de faire des exercices PC, maths. On a fini toutes les matières là. Donc il reste juste les BPC. On attend ça avec impatience. On peut dire qu'on est prête, mais on n'a pas fini le programme histoire géo et français. On a de la chance qu'on avait les livres NAMO. Il y a que 3 jours dans qu'est-ce qu'on va faire avec les programmes. On est venu même faire des exercices. On espère avoir le diplôme pour continuer nos études. Quand on travaille, on est sur le chemin. Je suis prête parce qu'on travaille les soirs, les matins, on travaille dur. Je suis prête pour le BPC. On attend que le jour J. Il y a un peu de stress, mais on est quand même prêt. On a tout fait, on a tout vu. Tout est à réviser et il ne reste qu'à composer les matières et attendre le résultat. C'est dans moins d'une semaine qu'auront lieu au Niger les épreuves écrites des examens de fin du premier cycle secondaire sur toute l'étendue du territoire national, bien que des écoles ont connu quelques péripéties du fait de l'insécurité. Merci Hamza Sakou et bonne chance à tous ces candidats. Le député maire de la ville de Niamey a effectué ce dimanche une tournée dans les 5 arrondissements communaux de la ville de Niamey. Il s'agissait pour Oumarou Moumoundogari de constater de visu le récurrent problème de coulement de eau de pluie pendant notamment cette saison de pluie. Précision avec Adam Soumana et Sadoumi. Cette caravane conduite par le député-maire Oumarou Moumoundogari qui accompagne ses plus proches collaborateurs entame ainsi une tournée dans différents quartiers de la capitale pour rencontrer les populations et constater de visu le récurrent problème d'écoulement des eaux de pluie dans la capitale. Le premier arrondissement communal a constitué la première étape de cette visite terrain qui permet ainsi au premier responsable de la ville de constater de lui-même dans quelle situation se trouvent les habitants du quartier Kouarakana Nord, né d'une opération partielle contre arriéré pendant cette saison de pluie. Une situation inimaginable dans la capitale du pays. Mais l'arrondissement communal Niamey 1 n'est pas la seule commune à recevoir cette caravane qui a d'ailleurs sillonné tous les 4 arrondissements de Niamey. Une tournée en marge de laquelle Oumarou Moumoundogari parle des objectifs à elle assignés. Nous avons engagé depuis quelques mois un vaste programme qui consiste d'abord
au curage de l'ensemble de notre système d'évacuation des eaux de pluie, donc les caniveaux. Ce programme se poursuit activement et il était de mon devoir de me déplacer avec l'ensemble des membres du conseil et de l'administration de la ville pour nous rendre compte du niveau d'avancement des travaux. De ce point de vue, je suis très satisfait de ce que j'ai constaté puisque le travail bat son plein. D'un autre côté, il était nécessaire de voir, parce que depuis un an, la ville de Niamey, aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de quartiers inaccessibles. C'est un travail gigantesque que nous avons entrepris de reprise de la voirie, de construction de la voirie, et les voies latéritiques, comme vous avez pu le constater, fleurissent de jour en jour. Il était important que j'aille voir ce que nous avons fait, comment ces voies se comportent, de façon à pouvoir consolider les acquis et voir quel est le futur programme qu'il faudrait entreprendre pour accueillir cette nouvelle saison des pluies. C'est de cette même manière qu'aujourd'hui, avec les premières pluies, nous sommes partis pour constater les petites flaques d'eau qui jaillissent ici et là. Et là aussi, nous avons entrepris un travail de réalisation de tranchées et de reprofilage des voies pour permettre aux eaux de pouvoir s'écouler tranquillement. Cette tournée marathon qui a occupé la journée dominicale des responsables de la ville de Niamey avec à leur tête le député maire a permis à ce dernier de dégager des constats. Il y a des points sur lesquels il faut un travail encore plus poussé, notamment au niveau de la commune 1 où nous avons pu constater que des lotissements ont été faits dans des lits de mare. Bon, ces choses faites, nos concitoyens y vivent, il faudra qu'on trouve des solutions. Nous sommes ici à la dernière étape sur la digue et si vous vous rappelez, l'année dernière, on était ici avec les populations et on a accueilli le président de la République sur cette digue et des travaux énormes ont été engagés déjà l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que ces travaux se poursuivent normalement et il était important que je vienne sur cette digue parce que j'ai fait la promesse au président de la République de veiller à ce que les travaux se fassent normalement et qu'au cas où il y aurait un problème quelconque, que je lui rendrai compte pour que les correctifs soient apportés. Donc cette tournée vraiment m'a permis de me rendre compte du niveau de mobilisation des populations, du niveau de mobilisation des services de la ville de Niamey, du niveau de mobilisation des élus, pour que nous puissions vraiment ensemble travailler à ce que Niamey ne soit plus une zone anxiogène quand la saison des pluies s'annonce. Force est de souligner la volonté des autorités de la ville à améliorer les conditions de vie de la population de Niamey. Cependant, tous ces efforts seront vains sans un véritable éveil de conscience des populations pour un changement de comportement et un civisme responsable afin d'accompagner les autorités municipales dans leurs tâches. Oui, Adam Soumana, restons toujours dans la ville de Niamey avec ces cris de cœur des usagers, notamment pendant cette période de pluie où se déplacer d'un point à un point B au sein de cette ville relève d'un véritable parcours de combattants. Reportage Ismaël Moumouni, Abakar Soleil. Installation progressive de la saison de pluie à Niamey. Il suffit des premières précipitations pour mettre à nu le mauvais travail effectué sur certaines voies bitumées de la capitale. L'impraticabilité de certaines voies compte tenu du nid de poule, qu'on peut même qualifier de nid d'autruche. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les usagers. Emprunter cette voie relève d'un parcours de combattants compte tenu des nids de poules. Elle nous cause d'énormes casse-têtes. Nos voitures sont toujours en panne et même nos clients ne sont pas épargnés par ce calvaire. Vraiment, on a des problèmes. On a tous les problèmes. Tant que le flux vient là, on a des problèmes. Et c'est tous les voies de Hamamadou jusqu'à arriver vers Kalao là. Il y a vraiment chaque fois, tant que de l'eau vient là, on a tendance de fatiguer beaucoup parce que la route très cargazée. C'est pas bon parce qu'il y a des fois là, on va rentrer, il y a l'eau qui vient, on rentre, on va déverser notre ami ou bien quelqu'un qui attend de passer. Chaque fois, les gens n'est pas très contents quoi. C'est pas bon. Ces derniers invitent les autorités de la ville de Niamey d'y remédier à ce problème.
ala jin bore imugona de yigidi ay kara talkego tabi fondon sino ko reyen gon kan har kan ko ne rosko. En cette saison, il y a des quartiers dans lesquels on ne rentre pas vu l'impraticabilité des voies. De ce fait, on demande aux responsables de la ville de Niamey de nous trouver une solution à ce problème. En tant que taximar Omar Dogali, je te dis pardon, Omar Dogali, notre voie. Et de Hamamoud Kalaola, les voies là, vraiment, il est complètement dégradé. C'est pas bien Omar Dogali. On attend de demander Omar Dogali. On cesse le pitié Omar Dogali, tu viens nous réparer les voies là. On attend vraiment, il y a des fatigues. La route n'est pas bien, Omar Dogali. Manque de volonté ou une équation impossible à résoudre par les responsables de la ville de Niamey. En tout cas, à chaque saison pluvieuse, c'est le même calvaire pour les usagers de certaines voies. Suite aux actes de vandalisme perpétrés dans la nuit du mercredi au jeudi 16 juin dernier au grand marché de la capitale, une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Et comme dans chaque situation pareille, les commentaires et réactions fusent de partout. Reportage Adam Soumana. Après les actes de vandalisme opérés dans la nuit du mercredi au jeudi dernier sur plus d'une douzaine de boutiques au grand marché de Niamey, les commentaires vont bon train, notamment sur la sécurisation de cet important centre commercial. D'aucuns vont jusqu'à penser que la faute incombe à la police spéciale de ce marché. La police joue très bien son rôle, puisqu'on a toujours eu des commissaires ici dans ces marchés qui sont très efficaces. Mais pour avoir une bonne équipe, il faut avoir des éléments. Donc ils ont vraiment manque d'agents. Et l'État l'essaie, ce n'est pas aujourd'hui. On a posé la question à plusieurs commissaires et donc ils ont écrit pour demander des agents. Parce que vraiment, c'est les grands marchés, c'est Niamey, c'est le Niger. Donc tout le monde vit en fonction de ces marchés-là. Donc maintenant, vraiment, on lance un appel, on a vraiment besoin de sécurité. Il faut qu'on nous donne sincèrement des policiers qui va être vraiment suffisant pour les marchés, pour sécuriser les marchés. À ce commerçant de poursuivre en lançant un appel à qui de droit pour trouver les voies et moyens permettant de sécuriser le marché. Les bandits sont plus nombreux que la police. Donc c'est pour cela que je dis qu'il nous faut des caméras de surveillance. Nous on a dit on va voir nos délégués et les présidents des commerçants. Doudou. Donc on va chercher à nous réunir et on va aussi voir quelle modeste contribution on peut amener pour que vraiment qu'on fait face à nos caméras de surveillance. Parce qu'il nous faut des caméras de surveillance à l'intérieur du marché comme à l'extérieur. Avec ces caméras et l'aide de la police, Inch'Allah, le marché sera sécurisé. Mais sans ça, sans les caméras, vraiment le travail va être toujours manquant. Le marché est très sombre. Par exemple, à partir de 20h, il y a certains couloirs, même si on te charge, tu ne vas pas rentrer là-dedans. Donc il nous faut aussi l'éclairage. L'éclairage, ça, on n'a même pas besoin de connaissance. Ça, même la Socoson peut faire face à ça. Ils ont les techniciens sont là. Ils peuvent installer n'importe où, n'importe quel endroit. Ils peuvent jouer leur rôle. Ce énième vol ou tentative de vol dénote de la situation alarmante relative à la sécurisation des biens des citoyens dans les centres commerciaux de la place en général et le grand marché de Niamey en particulier. Merci Adam Ousmana. Et comme nous l'annoncions au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Seydou Jibril, l'expert média. Seydou, bonsoir. Donc, avec notre invité du jour, on va parler relativement à la loi sur la cybercriminalité, une loi qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ici au Niger. Et cette loi aussi a fait des victimes dans les rangs des journalistes et certains activistes. Récemment, le gouvernement a décidé de réviser cette loi en supprimant la peine d'emprisonnement. Monsieur Jibril, pour commencer avec vous, pourquoi cette révision de la loi sur la cybercriminalité au Niger? Merci beaucoup. Pourquoi je ne pense pas pouvoir répondre véritablement à cette question, n'ayant pas une charge gouvernementale, mais on constate que c'est un projet qui est porté par le gouvernement
et qui est en phase avec justement une volonté claire affichée de consolider la démocratie, de consolider ce qu'on appelle la liberté d'expression. Donc je pense que ce projet de loi portant suppression des peines privatives de liberté pour certaines infractions commises par voie électronique, c'est un projet qui va davantage renforcer la liberté d'expression, qui va davantage soutenir ce qu'on appelle l'espace civique. Vous savez que l'espace civique aujourd'hui, de plus en plus, est devenu virtuel, est devenu numérique. Et je pense que c'est un projet important et qu'il faut soutenir. Oui, Djibrila, pensez-vous qu'en supprimant cette peine d'emprisonnement, il n'y aurait pas plus de dérives sur les réseaux sociaux notamment? Non, vous savez, on a fait le même reproche il y a quelques années lorsque le gouvernement à l'époque, d'abord de Tanja Mamadou, puis le gouvernement de transition sous l'égide du CSRD avait porté le projet de dépénalisation du délit commis par voie de presse. Et vous savez que pendant ce temps, les gens ont pensé que si on dépénalisait certains délits, c'est comme si on donnait une licence à tout faire aux professionnels des médias. Mais pour faire le parallèle avec la loi portant répression de la cybercriminalité, je pense que plutôt cela devrait renforcer l'esprit de responsabilité au niveau des citoyens. Cela devra aboutir à une appropriation responsable de l'expression numérique et il faut que les citoyens se donnent les moyens de mériter, j'allais dire, cette exception. Mais il faut tout de suite préciser qu'il ne s'agit pas d'une dépénalisation absolue. C'est comme quand vous voyez, c'est une dépénalisation qui concerne surtout la diffusion des fausses nouvelles ou ce qu'on appelle la diffamation. Et même quand on avait fait la dépénalisation du délit commis par voie de presse, c'est sur la base d'une rétrospective des différents délits pour lesquels les journalistes ont eu affaire avec la justice. Il s'agissait, pour ce qui concerne les journalistes à l'époque, du délit d'offense, du délit d'injure, du délit de diffamation et du délit de propagation ou diffusion de fausses nouvelles. Bon, je pense que ce n'est pas un problème. Il s'agit juste de mettre en place maintenant un mécanisme de suivi, créer une sorte de cadre de concertation où les acteurs, les représentants des pouvoirs publics vont se retrouver pour de temps en temps raffermir les discussions parce que la démocratie, c'est aussi le respect des libertés fondamentales. La Constitution du Niger pose le principe de la liberté d'expression de façon générale, mais mieux, la Constitution reconnaît aussi à tout citoyen le droit d'accéder à l'information moyennant justement les cadres permis par la loi. Oui, quelqu'un pense que cette loi est conçue spécifiquement pour les journalistes? Bon, je ne saurais l'affirmer, mais à l'épreuve des faits, il est loisible de constater que depuis son adoption en 2019, cette loi a durement frappé des professionnels des médias. Je pense que au moins une quinzaine de personnes ont eu à croiser le fer, entre guillemets, avec cette loi. Et parmi ces personnes, il y avait beaucoup de journalistes, peut-être parce que, justement, le travail de service public, le sacerdoce du journaliste consiste
à diffuser de l'information et souvent cette information pourrait s'avérer dérangeante pour certaines personnes qui pourraient donc saisir les tribunaux. Mais je pense que dans tous les cas, il faut rester dans la généralité pour dire que ce n'est pas une loi qui vise spécifiquement les journalistes, mais c'est une loi qui pourrait gravement attenter à la liberté de la presse. C'est une loi qui pourrait remettre en cause les différents acquis obtenus ou disons arrachés dans le cadre de la liberté de la presse. Et donc le gouvernement a décidé de réviser cette loi et dans sa forme initiale, cette loi a fait beaucoup couler d'encre et de salive. Selon vous, qu'est-ce qui a été raté dans la première formule? Non, c'est comme ce que je disais. Je pense que il n'est pas... je pense qu'il est beaucoup plus souhaitable que pour des délits de propagation de fausses nouvelles, de diffamation ou d'injure, que les gens ne puissent plus faire la prison. En réalité, quand on parle de dépénalisation, c'est un terme qui paraît beaucoup plus élégant, mais en réalité, les peines sont là parce que la loi prévoit des peines d'amende, des peines pécuniaires, mais ici, l'objectif, c'est que les gens ne doivent plus aller en prison pour la commission de ce type de délit. Et je pense que c'est très important. Et dans tous les cas, si les textes eux-mêmes prévoient des dispositions en termes de rectification, en termes de démenti, en termes de droit de réponse, je pense qu'on pourra être très sûr que les gens vont faire preuve d'un surcroît de responsabilité pour mériter davantage cette dépénalisation de certains délits commis par voie numérique. Donc en décidant de supprimer certaines dispositions de cette loi, on peut dire que le gouvernement a entendu les cris de cœur des journalistes et même de certaines organisations sous-professionnelles? Mais bien sûr, je pense que on peut l'interpréter comme ça, mais je pense qu'il faudra davantage mûrir, à mon avis, il faudra davantage soutenir l'élan. C'est bien de dépénaliser, mais à mon avis, c'est encore mieux d'avoir une sorte de lecture combinée avec la loi portant régime, l'ordonnance de 2010 portant régime de la liberté de presse. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous savez, dans l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse au Niger, ce qu'on appelle la détention préventive n'est pas permise, même si quelque part on a vu que c'est une disposition qui n'avait pas été fondamentalement respectée à chaque fois qu'il s'est agi de poursuivre des journalistes pour des délits de presse. Mais je pense que mieux, il faut sutier la révision, parce qu'il me semble que le projet de loi n'a pas encore fait l'objet de discussion au niveau du Parlement. Je pense qu'on pourrait avoir une unité de lecture par rapport à la loi sur la presse pour faire en sorte que même par rapport à la cybercriminalité, en tout cas en ce qui concerne la diffamation ou la propagation de fausses nouvelles, que les gens ne puissent pas être détenus de manière préventive et qu'ils puissent, en cas de poursuite, comparaître libres de leur mouvement devant un juge. Il y a juste des amendes qui sont prévues? Oui, selon la mouture qui a circulé, ce sont des amendes qui sont prévues, comme du reste, comme dans la loi sur la presse. Mais attention, il ne s'agit pas de tous les délits commis par voie numérique. C'est bien encadré. On parle de diffamation, on parle de
de diffusion de fausses nouvelles, on parle d'injures. Donc je pense qu'il ne faut pas que et même par rapport aux journalistes, ce ne sont pas c'est pas tout qui est, si vous voulez, qui est permis. Donc c'est encadré par la loi et c'est normal parce que nous sommes dans une république. Oui, vous êtes expert média. Vous, maintenant, si vous avez une idée ou une contribution dans la nouvelle loi qui sera proposée à l'Assemblée nationale pour adoption, quelle serait votre proposition? Bon, si ce n'est trop tard, au risque de me répéter, je pense qu'il faut aligner cette loi sur des textes qui existent déjà, notamment l'ordonnance, même si je ne fais pas de confusion entre les professionnels des médias et les acteurs numériques, mais je pense qu'il faut aligner ces textes aussi sur un certain nombre de dispositions importantes contenues dans l'ordonnance 035 2010-035 portant régime de la liberté de la presse en ce qui concerne notamment l'interdiction de la détention préventive. Mais mieux, je pense qu'il faut mettre en place un cadre de concertation ou quelque chose comme ça, qui réunirait des acteurs numériques, parce qu'aujourd'hui, on peut, si je ne m'abuse, même parler d'une communauté de plus en plus importante de ces acteurs numériques, parce que nous avons des associations de blogueurs, nous avons également les mutations obligent, nous avons de plus en plus des médias qui sont uniquement sur des supports numériques, mais même des médias classiques, même les télés, les radios sont en train de venir sur le cyberespace. Et je pense qu'il faut avoir une certaine adéquation avec des lois qui existent déjà, mais davantage ces cadres-là pourraient travailler sur des questions de responsabilisation, parce que, à mon avis, il faut avoir une démarche aussi pédagogique. Les gens doivent se dire que nous devrions mériter cette exception. Et mériter cette exception, à mon avis, c'est de développer des comportements qui soient sensibles à consolider la démocratie, à soutenir la liberté d'expression de manière particulière. Justement, par rapport à cette dernière, que pensez-vous de cette liberté d'expression au Niger? Bon, formellement, vous savez que la liberté d'expression, comme je le disais en début de propos, est garantie par la Constitution, par divers instruments juridiques au niveau interne ou international que nous avons au Niger. Cette liberté d'expression connaît évidemment des fortunes. Parce que souvent, j'ai comme l'impression que le citoyen, souvent lui-même ne croit pas à certains égards à la liberté d'expression, mais mieux, et je pense que même les pouvoirs publics ont souvent quelques difficultés à s'accommoder d'une certaine forme de liberté d'expression. Mais à mon avis, et il faut faire avec, et je crois qu'on serait beaucoup mieux si on s'exprime librement, mais avec surtout beaucoup de responsabilités. Parce que dans tous les cas, la démocratie, c'est un tout. On ne saurait garantir la démocratie en abîmant les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression, par exemple. Monsieur Djibril, quand nous parlons du secteur du métier de journalisme au Niger, et aujourd'hui, il y a tellement de plateformes sur les réseaux sociaux, et vous, en tant qu'expert, quel est votre message à l'endroit des confrères, notamment pour l'utilisation de ces réseaux sociaux pour la diffusion des informations? Quel est votre... Non, à mon avis, d'abord, le journalisme, c'est un métier. Et le journaliste, ce n'est pas un blogueur. Le journaliste, ce n'est pas un activiste. Et les réseaux sociaux ne sont pas là pour faire le travail du journaliste. À mon avis, les réseaux sociaux peuvent aider le journaliste à mieux faire son travail, à accomplir son sacerdoce. Et le journalisme, basiquement, se fonde sur ce qu'on appelle
la vérification de l'information. Et aujourd'hui, avec le développement des technologies de l'information et de la communication, et ce qu'on appelle le fact-checking, la vérification des faits, est en train même de devenir une sorte de genre journalistique à part. Pourtant, c'est quelque chose qui est même intégré dans le métier même de journaliste, parce que vous ne saurez diffuser une information que vous n'ayez vérifiée. Et il y a aussi la question de la responsabilité sociale du journaliste. Vous devez vous dire que vous êtes dans un contexte social, vous devez aussi de mettre sur la balance certaines informations que vous avez, parce que votre allié principal doit être la paix sociale. Et je pense que la floraison des plateformes d'expression comme les réseaux sociaux et puis beaucoup d'autres canaux d'information ne doivent pas amener le journaliste à ne pas bien faire son travail. Maintenant, il faut bâtir, à mon avis, les journalistes doivent bâtir leur résilience pour se dire que à main endroit, ils n'ont plus l'exclusivité de l'information. Parce qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir peut-être un smartphone, vous pouvez être témoin d'une scène que vous allez filmer et que vous allez reporter sur votre profil Facebook, sur votre compte Twitter, etc. Mais à mon avis, le travail du journaliste, c'est aussi un travail de création de connaissances, de création de savoir. Si vous, journaliste, vous revenez sur la même actualité, il faut que le public le consomme avec une certaine satiété, si je peux m'exprimer ainsi. Il faut que vous soyez le plus précis possible, mais il faut également se dire que ce n'est pas tout ce qui est diffusé sur les plateformes numériques qui est du vrai. Et en même temps, ce n'est pas tout ce qu'on a diffusé sur ces plateformes numériques qui devrait être diffusé. Parce que j'ai parlé c'est des questions de responsabilité sociale. Un blogueur ou un acteur quelconque peut ne pas connaître ce qu'on appelle la déontologie ou les questions d'éthique par rapport aux médias. Je ne fais pas un blogueur, c'est un blogueur, un journaliste, c'est un journaliste. Donc, mais dans tous les cas, il ne faut pas que les journalistes pensent que maintenant, avec les réseaux sociaux, leur travail est déprécié. Oui, il y a un danger. Non, le danger, il est là parce que souvent on parle même d'infobésité. Nous avons un flux important d'informations qui nous viennent de partout. Il faut que chacun sache garder sa tête froide pour savoir filtrer ce qui nous vient. Et puis, il faut que les gens se donnent les moyens aussi de vérifier. Et ça ne concerne pas, à mon avis, seulement les journalistes. Nous sommes tous dans des plateformes qui ne sont pas peut-être visibles, comme WhatsApp, etc. Il faut que chacun se donne aussi le devoir de dire que par rapport à certains types d'informations, la chaîne de partage doit être coupée à mon niveau. Parce que il ne faut pas non plus oublier que, particulièrement pour nous qui sommes aujourd'hui dans la zone du Sahel, nous sommes dans des contextes de sécurité volatile, nous sommes dans des contextes où je crois que il y a une certaine fragilité et donc il faut que chacun cultive une certaine responsabilité dans la consommation et la diffusion des informations qu'il reçoit. Oui, justement, vous m'amenez à poser une question. M. Djibril, vous travaillez un peu avec les médias sur le terrain donc sécuritaire. Et vous, que direz-vous vraiment à nos confrères, notamment dans le cas des traitements de ces informations sur le plan sécuritaire? Bon, depuis quelques années, moi j'ai eu la chance d'écumer le Sahel, donc
du Burkina jusqu'au nord Mali, et en travaillant souvent avec les médias au niveau même basique, des médias locaux. Et nous travaillons surtout sur ce qu'on appelle la sensibilité au conflit, parce que les journalistes, ou disons ceux qui travaillent dans les médias, doivent cultiver une certaine sensibilité au conflit. C'est dire que le contexte est assez particulier, c'est un contexte singulier, et en même temps, c'est dire qu'il y a une question de responsabilité par rapport au traitement de l'information. Je vais vous donner quelques exemples. Un sujet qu'on peut estimer banal, qu'on peut traiter par exemple ici, à Niamey ou à Ouagadougou ou à Bamako ou dans certaines villes, vous ne pouvez pas souvent aborder ces sujets sous le même angle si vous êtes par exemple à Ansongo, ou si vous êtes à Gorom Gorom au Burkina Faso, ou si vous êtes à Bankilare, ou à Mehana, ou à Kokoru, par exemple. Donc, nous demandons aux gens que, dans tous les cas, rien ne vaut la vie, comme on dit. C'est-à-dire, le journalisme, ce n'est pas de la témérité, mais le journalisme, c'est aussi du courage. Donc, il faut que les gens soient conscients du danger qu'il y a. Il faut que les gens eux-mêmes se mettent en sécurité ceux qui les écoutent, leur communauté, etc. Parce qu'il est arrivé que souvent, les médias ont été la cible d'attaques par ceux qui sont actifs dans ces zones. Mais mieux, nous travaillons ou nous demandons aux médias d'éviter d'être des facteurs d'exacerbation des crises. Parce que vous savez qu'au Sahel, aujourd'hui, la crise, elle est multiforme. C'est une crise sécuritaire, c'est une crise... Donc le confrère doit jouer aux pompiers. Oui, mais pas aux pompiers, mais à mon avis, il ne faut pas être des facteurs d'exacerbation des conflits. Malheureusement, à chaque fois qu'on parle du génocide, par exemple au Rwanda, on parle de la radio Mille Collines. Ça a montré que malheureusement, les médias mal maîtrisés ou mal utilisés peuvent être instrumentalisés pour aboutir à des situations pareilles. Merci, Serge Djibril, pour toutes ces explications. Et je rappelle que vous êtes expert média et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous en venons à la fin de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir. Merci. Mais il semble que par Audio Jungle.